L'Europe doit, à mon avis, tout d'abord, comme les Américains avaient l'habitude de dire pendant l'administration Trump, vous savez, l'Amérique d'abord. Je pense que l'Europe doit adopter un peu le même raisonnement si nous voulons voir l'Europe, disons, conserver sa position très importante dans le domaine mondial. Après la crise, il était très évident que, par exemple, les États-Unis étaient capables de produire une politique monétaire qui était très bonne pour les États-Unis, comme l'assouplissement quantitatif. C'est de cela que je parle. Et ils s'y sont engagés de manière agressive. Pour que les Européens suivent la même voie, cela a pris des années. Et ces années ont été des années de, disons, très faible niveau de croissance, augmentant en fait l'écart que Miroslav a justement souligné entre les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe doit simplement, à mon avis, être, disons, plus courageuse. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, j'anime un panel d'experts pour discuter de l'avenir du système monétaire et économique européen. Je suis ravi d'avoir avec moi 3 anciens banquiers centraux qui ont accepté de partager leurs perspectives professionnelles. Tout d'abord, nous avons avec nous le professeur Dejan Šoškić, qui a été à la tête de la Banque nationale de Serbie de 2010 à 2012. Ensuite, nous sommes également rejoints par Miroslav Singer, qui a été gouverneur de la Banque nationale tchèque de 2010 à 2016. Et enfin, mais non des moindres, nous avons Ardian Fulani avec nous, qui a été gouverneur de la Banque d'Albanie pendant 10 ans, de 2004 à 2014. Messieurs, merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Gentlemen, thank you very much for coming online today. Pleasure. I am very excited to host such a high. Je suis très enthousiaste d'accueillir un panel de haut niveau avec 3 personnes qui ont dû examiner l'économie quotidiennement pour définir la politique monétaire. Et bien sûr, ces habitudes ne disparaissent pas rapidement. Vous avez donc tous étudié l'économie telle qu'elle évolue. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez être les plus grands défis pour les économies du continent européen. Peut-être commençons-nous par Dejan d'abord, puis nous passons à Miroslav, et ensuite à Ardian. Eh bien, dans une certaine mesure, en lien avec la discussion que nous avons eue précédemment sur votre chaîne, Pascal, je pense que le principal défi pour l'économie européenne est d'essayer de maintenir sa compétitivité sur les marchés mondiaux. C'est assez difficile dans les temps que nous traversons, surtout en considérant non seulement l'économie chinoise très compétitive qui devient dominante dans de nombreux domaines de la production industrielle, mais aussi, comme nous le voyons récemment, dans la haute technologie. Mais principalement en ce qui concerne le fait que l'Europe a réellement besoin d'importer certaines choses, notamment de l'énergie, à un prix adéquat, pour soutenir cette compétitivité sur le plan mondial. D'un autre côté, je dirais que l'Europe a assez bien défini ce qu'elle aimerait accomplir dans la période à venir, dans le sens où elle souhaite que l'éducation de qualité soit l'un des objectifs principaux et l'innovation dans les industries de haute technologie. Je crois que c'est une chose très importante, évidemment. Mais en plus de cela, on pourrait soutenir qu'un certain type de, disons, réalignement des structures de prise de décision au sein de l'UEMML pourrait également être approprié pour rendre cette union plus efficace en termes de prise de décision. Je dirais que les principaux concurrents de l'UEMML aujourd'hui, à savoir les États-Unis et la Chine, sont en fait des États unifiés et pourraient prendre certaines décisions de manière plus efficace et plus rapide, capables de réagir plus promptement aux défis du marché mondial. Je dirais que cette réforme au sein de l'UEMOA pourrait également être une chose importante pour la croissance de l'Europe. Miroslav, voyez-vous les choses de la même manière? Quel est le plus grand problème
que les économies européennes vont devoir affronter au cours des prochaines années? Je crois honnêtement, je crois que je suis d'accord avec la liste qu'ils ont fournie. Mais en même temps, je pense qu'ils sont plus des signaux d'un problème sous-jacent que le problème lui-même. Je crois que si nous examinons ce qui s'est passé au cours du dernier quart de siècle, pendant lequel l'Europe, contrairement aux États-Unis, a perdu environ un tiers de sa position dans l'économie mondiale. Je veux dire, elle est passée d'un quart de l'économie mondiale à quelque chose comme 16 ou 17%, ce qui est une sacrée chute. Et les États-Unis, en même temps, ont maintenu leur position à environ un quart de l'économie mondiale. Donc nous avons un contre-exemple du monde riche, développé, montrant que la position pourrait être maintenue. Et si nous examinons ce qui a changé en Europe au cours de ces années, c'est certainement la taille de l'État dans l'économie. Et je crois que le problème européen est plus profond que cela. Il faut améliorer le fonctionnement de l'UEMR. Je pense que le problème est qu'il y a simplement un État excessivement gonflé aux dépens du secteur privé. Et cela, peu importe si c'est dû au fonctionnement de l'UEMR ou si c'est en partie, bien sûr, dû au fonctionnement de l'État, parce que le budget de l'UEMR n'est pas considérable en termes relatifs. Mais c'est un problème, et je ne vois pas de solution simple, parce que honnêtement, je ne crois pas que les électeurs le reconnaissent et soient prêts à le reconnaître. Nous vivons dans des démocraties. Je suis très heureux de cela, en fait. J'ai vécu les plus de 20 premières années de ma vie dans une société non démocratique. Et c'était des temps pires, c'est sûr. Mais en même temps, la démocratie a simplement un problème pour résoudre cette situation. Ardian, pensez-vous également que le problème est de nature structurelle ou d'où viennent les problèmes des économies européennes? Je suis entièrement d'accord avec mes collègues. Et je crois que la question européenne est maintenant plus complexe. Chaque fois que je parle de l'Europe, je reviens en arrière et je vois comment les pères fondateurs, vous savez, l'avaient projeté. Et Monnet, par exemple, a dit que l'Europe se forgerait dans la crise. Ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Mais les temps changent. Et je ne veux pas, comme cela a été mentionné auparavant, que l'Europe soit transformée en une structure qui surmonte continuellement les crises. Donc l'Europe a besoin, je pense, d'un plan général sur la manière de se reconstruire, parce que les problèmes sont mondiaux. Par exemple, les principaux problèmes que je peux souligner sont la productivité et l'innovation. L'Europe fait face à un écart de productivité persistant, en particulier dans les technologies avancées et la numérisation. Les raisons de la lutte à travers l'innovation se traduisent par la commercialisation et la compétitivité mondiale qui font défaut. Une autre chose, je pense, est la durabilité fiscale. Une dette publique élevée s'est accumulée au fil des ans dans le contexte de la crise et de la dette mondiale en général. Donc nous avons beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent sur le marché. Et comme le dit un vieux proverbe albanais, trop d'argent gâte le marché. Et je pense qu'il y a ici un grand défi pour l'Europe. La durabilité budgétaire, en conformité avec le pacte de stabilité et de croissance, tel que nous l'avons actuellement, et une politique de gestion de la dette durable est très nécessaire. Donc, à mon avis, c'est une question structurelle très importante que l'Europe doit examiner très attentivement. Les investissements stratégiques sont très importants ici, principalement dans l'énergie verte et la gestion des infrastructures, pour être beaucoup plus innovants et indépendants. Merci beaucoup. Un autre sujet qui est très important ici et que nous devons mentionner maintenant est le risque géopolitique
et la dépendance énergétique, comme d'autres l'ont souligné. Les décideurs politiques devraient s'accorder sur la stratégie pour les secteurs autonomes critiques. Thank you for that. And geopolitical risk is a very good. Merci pour cela. Et le risque géopolitique est un très bon mot-clé, car la guerre entre la Russie et l'Ukraine a vraiment changé beaucoup de choses dans le fonctionnement des économies en Europe, simplement à cause de la situation de découplage abrupt et assez sévère avec la Russie. Et nous voyons maintenant, 2 ans et demi plus tard, certains des effets. Je veux dire, l'économie allemande souffre énormément et Volkswagen ferme beaucoup de ses usines. Ce moteur, qui était au moins un moteur de l'UMPEB, mais plus largement des marchés européens, semble être en train de caler et peut-être de commencer à échouer. Pensez-vous que le manque général de productivité dont vous avez déjà parlé peut être corrigé par les économies européennes elles-mêmes? Ou doivent-elles trouver plus de partenaires, notamment pour la sécurité énergétique? Car à l'heure actuelle, le GNL en provenance des États-Unis est beaucoup plus cher que ce qui était importé de Russie. Où voyez-vous des solutions pour sortir de ce ralentissement économique que nous observons? Peut-être que nous recommençons avec Dejan. Oui, merci. Eh bien, vous savez, je relierai également l'État-providence qui s'est développé principalement en Europe occidentale, dans une certaine mesure, à ce manque de productivité. Les États-Unis n'ont pas atteint ces sommets de l'État-providence comme l'Europe, ni la Chine. Et cela, à mon avis, reflète peut-être que dans une certaine mesure, les Européens ont un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais d'un autre côté, cela reflète vraiment aussi les heures qu'ils consacrent et la productivité qu'ils ont. Par conséquent, si l'on voulait surmonter ce problème et préserver, disons, les bonnes habitudes que les Européens ont, je dirais qu'il y a une raison supplémentaire d'investir dans la haute technologie, et nous ne l'avons pas vu. Nous constatons que les États-Unis sont une économie mondiale, disons leader en termes d'industrie de haute technologie, dans une certaine mesure la Chine, mais les entreprises européennes de haute technologie sont tout simplement à la traîne. Et je dirais que cela a aussi quelque chose à voir avec la diminution de la compétitivité à l'échelle mondiale. Ce que nous voyons de nos jours affecte la fabrication automobile allemande. Les voitures d'aujourd'hui, développées par certains des principaux fabricants, notamment dans le domaine des voitures électriques, sont essentiellement des solutions logicielles unifiées. Ce sont des produits construits autour du matériel et du logiciel, pas nécessairement de la manière dont les constructeurs automobiles traditionnels ont fabriqué leurs voitures. Donc, c'est quelque chose qui donne un avantage compétitif à, disons, Tesla, mais aussi aux producteurs chinois. Nous voyons maintenant que le changement se passe en Europe. Et quand nous voyons que l'Allemagne a, disons, du mal à augmenter sa production dans les industries où elle était traditionnellement très compétitive et peut-être leader mondial, ce n'est pas un bon signe pour l'Europe non plus. Nous souffrons tous à l'international si l'économie allemande ne va pas bien. Nous sommes très liés, même en Europe du Sud-Est. Je sais que notre commerce est principalement lié à ce qui se passe en Allemagne, en Autriche et dans le nord de l'Italie. Et si ces régions connaissent une baisse de l'activité économique, alors l'Europe du Sud-Est en souffre également. Mais pour revenir à cette question géopolitique, à mon avis, la tendance que nous connaissons actuellement en ce qui concerne la politique européenne est malheureusement telle que si l'Europe veut être vue comme un allié des États-Unis, cela se traduit par un manque de politique indépendante. Et je ne pense pas que ce soit bon. L'Europe a été traditionnellement un bon allié des États-Unis. Mais dans les décennies précédentes,
nous avions, disons, une longue liste de dirigeants européens qui étaient à la fois des alliés des États-Unis, mais aussi capables d'articuler des politiques indépendantes qui sont plus pro-européennes et en accord avec les intérêts européens. Et je crois que peut-être nous trois étions à l'inauguration de Mario Draghi en 2012, lorsque nous avons eu le privilège d'écouter Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, avant que le président français et le chancelier allemand qui étaient à ce moment-là en fonction ne prennent la parole. Et je dirais qu'il était évident pour quiconque écoutait, et j'aimerais vérifier mes impressions avec Ardian et Miroslav, que c'était, vous savez, une grande différence. Les deux messieurs plus âgés étaient, à mon avis, des visionnaires européens. Et c'est quelque chose que je ne vois pas assez dans les politiques européennes actuelles. Parfois, cela nécessite des actions courageuses. Cela ne signifie pas nécessairement qu'en faisant du bien pour l'Europe, vous abandonnez vos alliés traditionnels. Et je dirais qu'il y a de la place pour des solutions gagnant-gagnant, notamment dans certains processus qui, espérons-le, se présenteront à nous dans une sorte de détente où les gens essaieront de se rapprocher d'un modus vivendi qui serait satisfaisant pour diverses parties. L'Europe doit, à mon avis, tout d'abord, comme les Américains avaient l'habitude de le dire à l'époque de l'administration Trump, vous savez, l'Amérique d'abord. Je pense que l'Europe doit adopter un peu le même raisonnement si nous voulons voir l'Europe, disons, conserver sa position très importante dans le domaine mondial. Après la crise, il était très évident que, par exemple, les États-Unis étaient capables de produire une politique monétaire, ce qui était très bon pour les États-Unis. L'assouplissement quantitatif, c'est de cela que je parle. Et ils s'y sont engagés de manière agressive. Pour que les Européens suivent la même voie, cela a pris des années. Et ces années ont été des années de, disons, très faible niveau de croissance, augmentant en fait l'écart que Miroslav a justement souligné entre les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe doit simplement, à mon avis, être, disons, plus courageuse. Non pas pour rompre son alliance avec les États-Unis de loin, mais aussi pour être plus consciente de ses propres priorités dans la prise de décision. Miroslav, Ardian, êtes-vous d'accord? Peut-être Miroslav d'abord. Eh bien, pas avec tout, honnêtement, comme vous l'avez dit. Tout d'abord, Pascal, le ralentissement de l'économie allemande n'est pas dû à l'augmentation des prix de l'énergie. L'industrie allemande a commencé à décliner en 2018, à une époque où l'énergie était parfaitement bon marché en fait. Le prix de l'énergie continuait de baisser, je crois, jusqu'en 2020. Et depuis ce moment-là, nous voyons le déclin de l'industrie allemande et de la puissance industrielle allemande à cet égard. Deuxièmement, ce que je corrigerai simplement, je pense qu'il est toujours plus précis de parler d'agression russe en Ukraine plutôt que d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Car c'est ce que c'est, oui. Et c'est ce qui provoque le changement dramatique. Les agressions russes précédentes n'étaient pas, en un sens, réussies, entre guillemets. Mais plus important encore, je ne suis pas sûr que les lacunes de l'Europe soient dues à un manque de vision et de leadership. Je pense que je crains davantage que d'abord, l'Europe en tant qu'entité politique ne soit pas un État. Il y a différents pays avec des approches très différentes envers la Russie, par exemple. Je veux dire, pensez à l'Allemagne par rapport à la Pologne ou à la République tchèque avant l'agression russe en Ukraine. Je veux dire, il y avait du leadership, il y avait une vision en Allemagne. Il y avait une vision en Allemagne à transférer à l'Europe. Et c'était une mauvaise vision. C'était une vision de la Russie comme fournisseur d'énergie bon marché, lié au gazoduc Nord Stream. Et maintenant,
Nous savons que c'était complètement faux, et il y avait de l'ignorance, je dois dire. La construction de ce pipeline a commencé en 2014, qui était l'année de la première agression russe en Ukraine et de l'annexion de la Crimée. Juste pour le mettre en contexte géopolitique. Donc je ne suis pas sûr que cela fonctionne. Et je pense que l'Europe devrait accepter le fait qu'elle n'est pas une superpuissance mondiale au même niveau que les États-Unis ou la Chine. Ce n'est pas un modèle que le monde suivra, parce que le monde ne voit pas l'Europe comme un modèle attrayant et désirable. Le monde voit l'Europe, je crois, comme un endroit agréable pour se reposer, un grand continent pour passer un an ou deux, mais pas un endroit pour s'enrichir, pas un endroit pour créer une entreprise, pas un endroit pour réussir sa vie. Et nous devrions accepter cela. Et maintenant, je suis complètement d'accord avec eux, en fait, sur une solution. Je crois que nous devrions commencer à comprendre que nous devons nous orienter dans ce monde avec des partenaires. Et je ne suis pas exactement heureux à ce sujet. Mais il n'y a qu'un seul partenaire alternatif aux États-Unis, qui est la Chine, qu'on le veuille ou non. De plus, je le mettrai dans le contexte des élections américaines. Si elles se déroulent comme il semble, avec Donald Trump qui va être président, du moins c'est ainsi que je lis les données actuelles des sondages électoraux, nous aurons un gars qui est hypersensible à ses compétences en négociation. Un gars qui ne va rien nous donner pour le fait que nous limitons notre partenariat uniquement aux États-Unis. En même temps, il serait probablement assez sensible, dans un bon sens, au fait que nous commencions à signaler que les États-Unis ne sont pas notre seul partenaire. Le risque de faire un peu plus avec la Chine est simplement que la Chine est géopolitiquement à l'opposé du monde. Les risques ne sont certainement pas imminents pour l'Europe. Je comprends que c'est un rival des États-Unis dans la région du Pacifique, mais nous ne sommes pas dans le Pacifique. Donc ce serait. Mais pour cela, je ne suis pas sûr que nous soyons capables de le faire. Cependant, je pense que beaucoup de grands pays y réfléchissent effectivement. Mais je ne suis pas sûr que nous puissions nous le permettre, étant donné notre dépendance en matière de défense vis-à-vis des États-Unis et la façon dont nous nous voyons comme... Pourtant, je dirais que l'image de soi des élites de l'Humometer est que nous sommes des leaders du monde, au même niveau que les États-Unis et la Chine. Et c'est un échec, et je pense que c'est une idée fausse. Ardian, êtes-vous d'accord? First besoin de plus d'Europe. Je suis généralement d'accord avec mes amis et collègues. Comme je l'ai souligné dès le début, c'est une question très complexe maintenant, l'Europe, et dans la géopolitique actuelle. Mais nous devons, comme je l'ai dit au début, et je vais le reprendre de mon ami Miroslav. Ainsi, Monnet disait, et c'est encore vrai aujourd'hui, que les pays d'Europe sont trop petits pour garantir à leur peuple la prospérité nécessaire et le développement social. Et donc pour cela, nous avons besoin de partenaires. Mais si vous voyez comment la mondialisation a fonctionné au cours de toutes ces années, je pense que nous sommes confrontés à des problèmes provenant de la mondialisation, comme l'inégalité, le protectionnisme et le populisme, qui je pense ont été des problèmes importants du point de vue européen. Et une autre chose est que, bien sûr, nous traversons une crise. Mais si vous regardez les 20 dernières années depuis 2007, nous avons été en crise en tant qu'Europe, vous savez. Tout d'abord, avec la crise financière en 2007 et qui continue encore aujourd'hui, les vestiges de celle-ci. Et puis nous avons le Covid, et ensuite nous avons les guerres. Donc, nous devons comprendre que nous sommes dans une situation de guerre. Et comme l'a souligné Michaelis, nous devons nous en occuper. Le choix de l'Europe, étant au milieu de la Chine et de l'Amérique, n'était pas la bonne chose. Et comme vous le dites en Albanie, si vous mangez des deux côtés, vous risquez de vous mordre la langue.
we would likely bite your tongue. These balances cannot be sustainable. Et ces équilibres ne peuvent pas être durables indéfiniment. L'Europe doit évoluer pour devenir un concurrent et un partenaire respecté. Elle devrait être un partenaire non pris au milieu de ces grands géants, qui sont des partenaires très importants. En attendant, ils devraient nous voir comme un partenaire, pas seulement comme un subordonné ou comme un geste de bonne volonté pour coopérer et travailler avec nous. Et comme le disait Miroslav, si nous demandons quelque chose, par exemple, si vous voulez passer aux affaires, si vous allez maintenant demander à acheter des panneaux solaires en Allemagne, ils vous dirigeront immédiatement vers une entreprise chinoise. Et l'Allemagne est le moteur, comme nous le savons. Mais l'Allemagne est confrontée à d'anciens problèmes, pas seulement à ceux d'aujourd'hui. Et ces problèmes en Allemagne impliquent de toute urgence la main-d'œuvre, qui est recrutée de partout. Mais cette main-d'œuvre n'est pas durable. Nous voyons par exemple un cas en Albanie. Des personnes d'Albanie, de bons travailleurs, vont en Allemagne. Et je leur demande après leur retour, je dis, pourquoi êtes-vous revenus? Pourquoi n'êtes-vous pas resté là-bas? Ah, pour de nombreuses raisons. C'est mieux d'y aller et de revenir. Mais ils disent, je vais y retourner. Je dis, pourquoi y retournez-vous? Parce que j'ai été formé. Je gagne beaucoup plus d'expérience en travaillant là-bas. Donc, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre n'est pas durable maintenant. Nous devons donc réfléchir à la manière d'intégrer nos pays, du Sud et de l'Est, dans la carte de l'Europe, mais pas avec les yeux que nous avons eus auparavant. Nous ne pouvons pas changer la vue, vous savez, le paysage de l'Europe. Mais nous devons changer notre perception de l'Europe dans le contexte de l'ouverture. L'Europe repose sur la confiance. Nous devons ouvrir, être transparents et inclusifs, y compris en matière d'inclusion financière. Nous devons rassembler ces nouvelles forces entourant l'Europe et les intégrer maintenant dans ce grand plan, vous savez, dans ce plan de productivité. Mais nous devons le faire maintenant, pas plus tard. Nous ne pouvons pas voir l'Europe de l'Est comme une mezzanine. Vous la mettez dans la mezzanine. Et quand vous êtes qualifié, peut-être dans 20, 30, 40 ans, vous y allez. Non. Nous pouvons y aller maintenant parce que nous vous envoyons, vous savez, de la main-d'œuvre. Mais cela n'est pas durable. Nous devrions travailler ensemble, dans le cadre des programmes, sur la manière de construire l'Europe ensemble. Et je pense que l'Europe doit être un véritable partenaire et doit considérer cette main-d'œuvre de notre part, vous savez, et travailler avec les programmes sur la manière dont cette main-d'œuvre peut être durable en Europe. Le problème est aussi un autre, qui est lié à l'avenir de l'Europe. C'est aussi comment voyons-nous maintenant le consensus de Washington, alors que l'Amérique réfléchit à la manière de le réévaluer. Et où en sommes-nous dans ce consensus de Washington? L'autre chose est cependant la transformation et la domination des intérêts nationaux envers l'UMA. Alors, comment cet intérêt est-il traduit à Bruxelles? Comment sont ces relations avec les nations? En général, si vous regardez la législation, vous savez, nous avons besoin de plus de législation. Nous avons besoin de la législation conforme à la perspective de l'UMR. Nous devons harmoniser cela. Et si vous voulez passer au numérique, nous devons commencer hier avec la législation. Parce qu'il n'y a pas de législation sur la haute technologie, sur la CBDC, sur la finance numérique, sur l'inclusion financière. Il n'y en a pas. Il y a une cacophonie. À cet égard, je pense que nous devons instaurer un trialogue entre les nations, l'UMA et les entreprises. Si cela ne se produit pas, alors nous serons au milieu de grands partenaires qui travailleront avec nous si nous sommes des concurrents, si nous sommes de vrais partenaires. Si ce n'est pas le cas, nous verrons nos conséquences comme des dommages collatéraux,
pas comme une partie. C'est mon idée. Regardez l'Italie, par exemple. L'Italie, il y a 4 ou 5 ans, a introduit ce fameux plan, le plan à 110%, vous savez, pour stimuler la productivité en Italie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était seulement un déversement d'argent sans aucun résultat. Et vous ne savez pas où est allé l'argent, ni comment les gens ont été remboursés et ont poussé la croissance de la productivité. Donc ces choses, je pense, sont cruciales pour l'avenir de l'Europe. Mais comme le disait Steve Jobs, et pour cela je suis optimiste, allons-y et inventons maintenant. Allons-y et inventons maintenant, plutôt que de nous inquiéter d'hier. Let's go and invent now rather than worrying about yesterday. Mais nous avons en Europe quelques défis. Tout d'abord, tous les pays d'Europe ne font pas partie de l'UEMA. Deuxièmement, même au sein de l'UEMA, nous avons des déséquilibres. Nous avons une monnaie unique pour certains, mais pas pour d'autres. De nouveaux États voudraient adhérer. Si la Serbie ou l'Albanie voulaient rejoindre, je pense qu'en théorie, ils seraient tenus d'adopter l'euro. Mais je pense que c'est une discussion difficile aujourd'hui. Nous n'avons pas non plus de mécanisme de transfert entre les différents États de l'UEMA. Est-ce quelque chose qui serait nécessaire pour obtenir un développement européen plus unifié ou non? Peut-être encore. Dejan d'abord, puis Miroslav et... Peut-être juste une légère addition. Je veux dire, toutes les nations européennes ne font pas partie de la zone euro, et ce n'est pas une exigence. Donc, si un pays veut rejoindre la zone euro, il y a essentiellement un ensemble de règles, y compris l'entrée dans le mécanisme de taux de change ERM2 pendant, disons, plusieurs années, etc. Une convergence macroéconomique doit se produire pendant que les taux de change sont fixés, etc. Donc, je dirais que c'est aussi l'un de ces projets semi-achevés en Europe qui, à mon avis, sont également liés à la manière dont les décisions sont prises. Une intention initiale très noble à laquelle chaque nation doit en fait s'accorder pour mettre en œuvre quelque chose, vous savez, qui a peut-être été relativement efficace dans les années 70 et 80, et peut-être au début des années 90. Mais maintenant, comme vous le voyez, le nombre de nations est beaucoup plus grand et la diversité parmi ces pays est beaucoup plus élevée. Donc je pense que pour que l'Europe ait une chance supplémentaire de succès, elle doit restructurer le processus de prise de décision. Et évidemment, les pays qui veulent rejoindre doivent suivre certaines règles. Mais vous savez, concernant l'Europe du Sud-Est que vous avez mentionnée, où se trouvent l'Albanie et la Serbie et d'autres pays, nous sommes essentiellement entourés par l'Europe. Donc on pourrait aussi dire que ce n'est pas un élargissement, c'est essentiellement la digestion de quelque chose qui est à l'intérieur, territorialement. Mais malheureusement, comme nous le voyons depuis l'Europe du Sud-Est, et j'aimerais aussi entendre l'avis d'Ardian à ce sujet, nous voyons ce processus comme nous maintenant essentiellement en attente pour l'adhésion. Cependant, en nous maintenant en attente, il semble que nous nous éloignons en termes de développement institutionnel et d'autres paramètres. Si vous regardez les observateurs internationaux qui suivent ces choses, certains de ces pays en Europe du Sud-Est sont en réalité, peut-être, plus éloignés des valeurs et des normes européennes qu'ils ne l'étaient il y a environ 10 ans. Donc, simplement garder les pays à l'écart n'est à mon avis aucune garantie qu'ils convergeront. Donc, s'il y a un plan pour unifier le continent, je dirais qu'il faut en faire plus. Malheureusement, cela nécessite également un effort supplémentaire du côté de lui-même, mais aussi du côté des pays intéressés à rejoindre. Il semble que l'attractivité, le pouvoir d'attraction de l'Union européenne s'estompe légèrement. Je dirais qu'il est très important de rétablir l'idée européenne, peut-être sur des bases différentes. Peut-être d'aller davantage dans la direction qui a été fortement opposée par certains États membres, c'est-à-dire plus en termes de création de quelque chose qui ressemblerait à un État fédéral.
something that would resemble a federal state, you know, without that, the whole Sans cela, toute l'idée du système monétaire européen et de la monnaie unique repose essentiellement sur des bases très fragiles, je dirais. L'euro sera là, évidemment, s'il y a une volonté politique, c'est, je dirais, la force numéro 1. Mais il est très important d'avoir des bases économiques solides pour la monnaie unifiée. Toutes ces nations qui ont adopté l'euro ont essentiellement adopté une monnaie qu'elles ne peuvent pas produire. Cela a donc initialement augmenté leur risque de crédit aux yeux des investisseurs étrangers. Je soutiendrai que peut-être l'écart des taux d'intérêt entre la dette souveraine grecque et la dette souveraine allemande en, disons, 2010 ne serait pas aussi élevé si cette dette souveraine grecque était dans la monnaie nationale qu'ils peuvent produire. Ces défis existent donc, et le fait que le taux de change soit essentiellement fixe au sein de la zone euro ne permet pas que la dépréciation et l'appréciation des monnaies nationales soient un facteur pouvant aider à établir l'équilibre commercial entre certains pays et zones au sein de l'Union européenne. Je pense que ce sont tous des défis qui doivent être sérieusement abordés. Et je ne vois pas comment préserver réellement le système à long terme s'il n'y a pas un pas plus prononcé vers une sorte d'État fédéral. Miroslav, le voyez-vous aussi de cette manière? Quelles sont vos réflexions sur l'euro en tant que projet pour aider à l'intégration de l'UEWR? Eh bien, je commencerai par aborder la productivité, si cela ne vous dérange pas. L'écart de productivité est effectivement causé par trois choses. Un nombre d'heures travaillées plus faible, moins de main-d'œuvre. En fait, nous en Europe avons réussi à nous mettre dans une situation où nous faisons face en même temps au problème de l'afflux migratoire et au manque de main-d'œuvre. C'est assez unique si vous y réfléchissez. Les États-Unis, en même temps, ont accueilli environ 40 millions de nouvelles personnes travaillant aux États-Unis au cours du dernier quart de siècle. Nous perdons des gens. Il y a moins d'Européens qu'il n'y en avait. Et en même temps, nous avons un problème de migration. C'est incroyable. C'est complètement contradictoire par rapport au premier. Et bien sûr, la productivité totale des facteurs, qui est en fait le mot de passe pour l'innovation et d'autres choses. En termes de notre travail, j'ai déjà parlé du nombre de personnes. Si vous voyez le rapport Draghi, il a quelques vaches sacrées. L'un d'eux est l'État social européen. Mais c'est une source de problème. Notre État social est trop social. Désolé de le dire, mais c'est, en un mot, pourquoi nous travaillons moins. C'est, en un mot, pourquoi les gens viennent en Europe, non pas pour construire leur travail, leur propre vie, mais pour les avantages. Et amener leur famille pour les avantages, etc., etc. C'est un problème. À moins que nous commencions à en parler, nous n'avons aucune chance de le résoudre. Et je suis très sceptique. Encore une fois, je crois complètement en la démocratie. Les électeurs européens se sont exprimés cette année et ils ont effectivement choisi la même chose. Cela a formé le Parlement qui a en fait reconfirmé les tendances du passé. Même coalition, même présidente, la dame qui était auparavant responsable de la Bundeswehr a décliné en pouvoir. Désolé de le dire. Alors de quoi parlons-nous? Et maintenant, encore une fois, nous aimons regarder dans le passé et voir les choses sous un meilleur jour. Mais quels sont les deux derniers projets de l'Europe? Deux grands projets. Chaque politicien a du temps 24/7, 365, comme tout le monde. Donc le temps des politiciens européens permet seulement quelques grands projets. C'est l'euro et c'est Schengen. Ce sont les deux plus grands projets européens. Schengen restera assez limité. Qu'était censé apporter l'euro?
Il était censé apporter des avantages commerciaux. Je peux citer un certain nombre d'études économétriques montrant que ces avantages sont marginaux. Pourquoi? Parce que la technologie a en fait augmenté l'avantage de la transparence des prix. À l'époque du fax et des tableurs, la transparence des prix, je dirais, était un exercice coûteux. Maintenant, il est presque rien de lever votre téléphone, de trouver le prix dans une autre devise et de le convertir dans votre devise si cela vous intéresse. Simplement, cela a augmenté l'avantage de l'Europe. La deuxième chose que l'Europe était censée apporter est la fédéralisation de l'Europe. Cela n'a pas été fait ouvertement, mais je crois que c'était le plan. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que cela était censé se produire, comme le célèbre Cortés brûlant les navires. Mais l'Europe est là depuis 25 ans, je veux dire, sous forme matérialiste, 20 ans en tant que banque. Voyez-vous une quelconque fédéralisation? Voyez-vous au moins quelque chose, comme l'Europe étant un pilier des valeurs européennes? Nous avons quelques cas de pays en Europe qui divergent manifestement politiquement. La Slovaquie, notre grand voisin, auparavant bien sûr c'était Chypre, mais elle était heureusement si petite qu'elle n'était pas si visible. Mais l'euro n'est pas un pilier d'intégration, même dans le domaine politique. C'est maintenant tout à fait clair avec le cas slovaque. Donc à cet égard, c'était un grand projet qui a apporté des bénéfices relativement marginaux. Et nous prions tous, bien sûr, pour que le projet ne nous tombe pas sur la tête pour toutes les raisons évidentes. Mais ça ne signifie pas qu'il soit grandement bénéfique. Et puis il y a des personnes qui sont responsables de ces projets. Et si vous ne parlez pas de fédéralisation, vous dites effectivement que les personnes qui ont pris de mauvaises décisions dans le passé devraient avoir plus de pouvoir. Je ne pense pas que nous puissions continuer ainsi. Puis-je donner la parole à Ardian Foulani? Voyez-vous un avenir dans le projet de l'euro et de l'intégration européenne accrue? Bien sûr. Si nous ne voyons pas l'avenir, nous ne pourrons pas discuter aujourd'hui et voir comment nos pays peuvent être intégrés. Donc, nous avons cru et nous croyons toujours au projet, mais je suis entièrement d'accord avec les problèmes soulevés par mes collègues. Ils sont très à jour et ils ne regardent pas le passé. Bien sûr, ils l'analysent, mais ils se tournent vers l'avenir. Parce que pour être optimiste, il faut vivre avec l'avenir, pas avec le passé. Et je pense qu'il y a un grand point d'interrogation. Draghi continuera-t-il à être le sauveur de l'Europe? Parce que, d'accord, une fois, c'était en 2012, et il a dit quoi qu'il en coûte. Mais si vous voyez qu'il y a deux parties, c'est quoi qu'il en coûte. Mais la chose la plus importante que les gens ont négligée est la deuxième partie. Il a dit que nous avons beaucoup, donc nous avons beaucoup. Cela signifie qu'il y a beaucoup de munitions là-bas. Est-ce que c'est maintenant cohérent? Non. Et c'est parce que nous avons Draghi comme sauveur pour la deuxième fois, ce qui vient avec un nouveau programme. Mais ce qu'il dit, c'est que l'Europe a souffert d'un manque de, je pense avoir compris, destruction créatrice. Cela signifie que l'Europe est sur le point de s'effondrer si vous ne prenez pas les mesures maintenant. Et les mesures sont difficiles. Et les mesures doivent à nouveau être résolues par l'argent. Vous savez, est-ce que les gens seront d'accord, tous dans cette Europe fracturée, que nous devons à nouveau injecter 800 milliards comme seule solution? Je suis d'accord avec cela. Le problème est de savoir comment cela fonctionnera et comment les gens se rassembleront pour stimuler la croissance de la productivité. Ce qui n'est pas qu'un simple discours. C'est très important. Il y a beaucoup de fenêtres là-bas, vous savez, et des portes ouvertes et non ouvertes à la boîte de la croissance de la productivité. C'est donc le problème.
Et j'ai dit, traduisons le rapport Draghi en « pour qui sonne le glas ». Allons vers Hemingway, mais pas pour détruire des ponts, pour construire des ponts. Ces cloches sont pour nous tous. C'est la dernière fois que ces cloches sonnent, je pense. Et c'est le principal problème, car nous n'avons pas seulement des problèmes simples, comme nous l'avons mentionné ici, vous savez, d'euros fractionnés et non fractionnés. L'euro est fracturé, et cela a été vu pendant le Covid. Certains des États ont été beaucoup plus importants et coopératifs. Certains des États, certaines des villes ont été plus importants que leurs propres États. Quand le Covid est arrivé, il y a eu beaucoup de problèmes sur la façon d'envoyer des médicaments d'un pays à un autre. Il y a eu des pays, même parmi nous, qui ont envoyé des gens en Italie pour aider, des médecins et tout ça. Mais quand le problème est survenu, c'est la ville de Milan qui a envoyé des camions avec des médicaments à la ville de Naples. Donc nous avons encore en Europe cette grande fracture, vous savez, une fracture en Europe dont nous devons nous occuper. Sans parler, comme Miroslav et Dejan en discutaient auparavant, des autres problèmes que l'Europe a concernant la grande dette. Il y a une très grande dette devant nous, et une partie de celle-ci se trouve dans les bilans de la BCE. Les bilans de la BCE sont comme un harmonica, vous savez. Cet harmonica va-t-il essayer de se refermer et jouer une autre musique, ou restera-t-il ainsi? Que va-t-il se passer avec la dette accumulée là-bas? C'est une bonne question. Je pense, Miroslav, veux-tu ajouter quelque chose? Je voudrais clarifier mon point de vue sur l'Europe. Je voudrais également mentionner, Ardian, que vous avez évoqué l'absence d'un cadre ou d'une législation sur la cybersécurité. Mais en réalité, nous avons le RGPD et une loi sur l'IA. Ce sont des initiatives européennes. Ces initiatives européennes obligent chaque réparateur automobile à avoir ses propres procédures conformes au RGPD. Avons-nous vraiment peur que quelqu'un apprenne que nous avons réparé la voiture ou changé les pneus? Est-ce pour cela que nous en avons besoin? Non, bien sûr que non. Et la loi sur l'IA, qui est européenne, fait partie de l'avenir, disons, de l'Europe fédérale. Jusqu'à présent, l'IA a pour conséquence qu'Apple ne propose pas ces nouveaux outils en Europe parce qu'elle n'est pas averse au risque. Pour Apple, ce n'est pas une petite start-up insignifiante. Mais le résultat est que nous n'aurons pas les outils pour nos développeurs de logiciels. Nous n'aurons pas l'expérience de ce qui se passe dans l'IA dans le reste du monde. Et en effet, c'est ce que je veux dire. Nous ne devrions pas ignorer le fait que l'Europe apporte depuis déjà plusieurs années les mauvaises solutions au niveau européen. Et à moins que nous ne changions cela, je ne crois pas que la vision de simplement donner plus de pouvoir à l'Europe nous mènera quelque part. Ma dernière question pour vous tous. La nouvelle multipolarité dans laquelle nous entrons maintenant, ou dans laquelle nous sommes, et l'importance de la Chine, ainsi que la montée de l'ASEAN, et le rôle des États BRIC alors qu'ils travaillent de plus en plus ensemble. Comment voyez-vous ce nouvel environnement mondial impacter l'avenir de l'économie et du système monétaire de l'Europe? Et peut-être que nous allons dans l'ordre inverse. Donc Ardian d'abord, puis Miroslav et enfin Dejan. Ardian first and then Miroslav and then Dejan. Oui, c'est un monde très complexe, je pense. Et l'argent, pour de nombreuses raisons, est toujours au centre du problème. Tout ce qui n'a pas été résolu avec de l'argent a été tenté d'être résolu avec beaucoup d'argent. Et bien sûr, je crois en une révolution de l'argent. L'argent sera révolutionné, parce que souvent, les gens essayent d'accuser l'argent d'être responsable de tous ces problèmes dans les économies en période de transition, ou les marchés émergents passant à des économies en développement. Souvent, ils disent « Ah, le problème c'est l'euro,
le problème c'est le taux de change, le problème c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'argent n'a pas de, vous savez, l'argent est très pacifique. Vous savez, l'argent ne crée pas le problème. Ce sont les politiques derrière qui créent les problèmes. Et nous devons regarder la situation dans son ensemble. Nous devons voir où se trouvent les problèmes. Je pense qu'après Bretton Woods, beaucoup de nouveaux problèmes sont apparus. Et si vous voyez la relation actuelle avec la monnaie fiduciaire, l'or, les obligations, les actions et la bourse, c'est très dynamique. C'est parfois très, je pense, bizarre. Et il y a aussi le problème du risque moral et toutes ces choses. Nous avons beaucoup de corruption générale là-dedans. Nous avons aussi beaucoup de banques de l'ombre. Et la géopolitique, comme je l'ai dit, est au centre. Tout est géopolitique. La politique, en grec ancien, signifie que nous devons parler, nous parlons. Mais la géopolitique maintenant, c'est que nous parlons tous. Et les problèmes sont, parce que nous n'avons plus, comme je l'ai dit, de crise financière ou de Covid, mais nous avons la guerre, et nous devons voir que nous travaillons sur la guerre. Et ces géopolitiques, bien sûr, essayent de rééquilibrer l'ordre mondial, vous savez. Nous aurons une multipolarité, c'est certain. Mais à cet égard, l'argent n'est pas négligé. Il y a donc des initiatives avec l'argent. Mais comme je l'ai dit, nous en Europe sommes très en retard dans cette approche révolutionnaire avec l'argent. Donc, nous avons discuté il y a 10 ans, c'était une hérésie de discuter, vous savez, des monnaies alternatives, vous savez, et de l'argent, sans parler du Bitcoin et des autres. Et sans oublier, nous n'avons pas discuté des CBDC et des autres. Maintenant, ils discutent de leurs projets. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, nous devons changer les choses. Où sont les problèmes? Nous devons changer les critères à ce sujet. Et nous devons changer les mentalités des gens. Que signifie révolutionner l'esprit? À cet égard, je pense que nous devons faire beaucoup dans la monnaie numérique et dans la CBDC. Parce que sans cela, nous sommes très en retard par rapport au monde. Si vous regardez l'Amérique et l'Europe à ce sujet, c'est le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'innovant à cet égard en Europe parce qu'il n'y a pas de législation. Et là où il y a une législation, il y a beaucoup de goulots d'étranglement et de cacophonie entre les États. Donc, c'est une chose. Quant aux BRICS, il y a une initiative. Je ne pense pas qu'il y aura des changements immédiats. Si vous voyez maintenant le poids du dollar et des autres devises, bien sûr, le dollar est au-dessus de 60% en tant que monnaie de réserve, mais les autres arrivent, vous savez, du renminbi. Mais l'Europe est toujours en bonne position par rapport à... « 15 ou 20 ans devant nous. Mais ces 20 ou 30 ans devant nous font également partie du nouveau programme de l'Europe. Pour changer, pour vraiment changer l'Europe, pour vraiment intégrer l'Europe avec tout cela. Je crois qu'il y a... Ardian, sorry, your camera is freezing up. Ardian. Désolé, votre caméra se fige. Êtes-vous toujours là, Ardian? C'est regrettable. Mais peut-être que Miroslav, pouvez-vous prendre le relais et nous donner votre avis sur la multipolarité? D'accord, d'accord. Tell us your take on the multipolarity. Okay. Just stop me if we get the Ardian back. Arrêtez-moi si nous retrouvons Ardian. Je crois que les BRICS sont surestimés, sauf pour la Chine. Si vous regardez la taille des économies des BRICS, c'est la Chine et les autres. De petits compléments, en fait. Le seul pays qui peut devenir important est l'Inde. Pour le moment, ce n'est pas encore assez important. Laissez-moi vous donner une idée de sa taille relative. L'économie polonaise représente environ un quart de l'économie indienne actuellement. Ou les nouveaux membres de l'UMPO représentent environ la moitié ensemble.
quelques millions de personnes comparées aux Indiens, ou quelques dizaines de millions de personnes comparées aux Indiens, représentent environ la moitié de la taille de l'économie indienne. Oui, l'Inde a un potentiel de croissance, et elle deviendra vraiment importante. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et cela se rapporte aux BRICS. Je veux dire, nous voyons un peu le déclin de l'euro en tant que monnaie de commerce récemment. Euro in as a trading currency in recent period. We see a little bit of upswing of renminbi, but Nous voyons une légère hausse du renminbi, mais en réalité, le monde commerce toujours en dollars américains. Donc je ne surestimerai pas les BRICS en tant que bloc. Mais ce que je soulignerai, c'est qu'ils parviennent en fait à mieux paraître en s'orientant dans un monde de deux grandes puissances. L'Inde est experte dans ce domaine, je crois, et nous devrions en prendre note. Je crois vraiment que nous devrions faire face à la réalité. Nous ne sommes plus une superpuissance dans la Ligue des deux grandes, et nous devrions simplement en tenir compte. Et ce serait mon point de vue sur les BRICS. Regardons comment les parties réussies du bloc BRIC se comportent dans le monde, et comment elles parviennent à sécuriser les deux grandes comme partenaires de soutien. Merci pour cela. Martin, nous vous avons perdu plus tôt. Voulez-vous terminer votre pensée très rapidement? Miroslav m'a très bien compris et ce qu'il vient de dire. despite not hearing you. Non, comme je voulais le dire, le dollar est la principale monnaie. En tant que monnaie de dépôt auprès des banques centrales, il représente plus de 66%. Le RMB atteint 1%, et ensuite nous avons l'Europe avec 20% et plus. Pourtant, l'Europe est bien positionnée, mais nous nous concentrons sur le dollar américain. Et ce sont des défis, comme je l'ai dit, peut-être des défis sur 20 ans. Je suis entièrement d'accord avec l'Inde, qui se développe même en termes de capital humain. Nous avons maintenant des Indiens en Albanie travaillant dans l'agriculture, ainsi que dans la technologie et d'autres secteurs. Donc l'Inde est une grande puissance que nous devons considérer. Mais en tant que programme, il y a, comme je l'ai dit, le programme pour les BRICS, pour la monnaie, mais cela prendra du temps. Peut-être 20, peut-être 15, 20 ans, 30 ans, mais cela correspond au programme de l'euro. C'est aussi le programme de l'euro, les 10, ou c'est les 20 prochaines années. Je nous vois avec ce pacte de croissance et les autres. Si nous voulons conclure, je ne pense pas que la conclusion soit que Dejan Šoškić ait encore sa réponse à la question de la multipolarité, et ensuite nous concluons. D'accord. Donc je dois dire que l'Europe fait maintenant face à des défis très grands et urgents. À mon avis, il y a deux voies à suivre. Soit il change l'hymne de l'Europe, change la 9e symphonie de Beethoven, soit il se change et s'autocorrige. Je pensais que tu vas encore figer. La symphonie de Beethoven n'a pas besoin de changer. Peut-être devons-nous changer la 9e symphonie en tant qu'hymne de l'Europe. Donc, peut-être devrons-nous nous autocorriger, nous corriger nous-mêmes. La 9e symphonie est l'une des rares choses avec lesquelles je n'ai pas de problème, donc peut-être que nous laissons celle-là. Mais Dejan, votre point de vue sur la multipolarité et son impact sur le continent européen. Laissons Beethoven et l'Europe tels qu'ils sont. Merci. Eh bien, vous savez, j'espère voir que cette transition vers la multipolarité et, disons, la prise de conscience complète que le monde a changé dans une certaine mesure en termes de développement économique, ce qui est, pour ainsi dire, significativement différent de ce qu'il était il y a quelques décennies, se déroule aussi pacifiquement que possible. C'est mon principal espoir.
L'autre chose est que je crois qu'être membre d'un club n'exclut pas la possibilité d'être membre d'un autre club. Et je suis très heureux que vous ayez mentionné les pays asiatiques, les pays de l'ASEAN. Certains d'entre eux sont membres des BRICS. Nous n'avons pas mentionné l'autre organisation qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, qui inclut également certains membres des BRICS, mais certains ne sont pas membres, et ainsi de suite. Il existe donc, je dirais, ces clubs ou organisations qui se chevauchent. Certains sont beaucoup plus développés avec des institutions mises en place, d'autres ne le sont pas. Mais j'aimerais les voir se développer et évoluer de manière non conflictuelle en tant qu'association de pays ayant certains types d'intérêts communs. Par conséquent, j'aimerais voir plus de possibilités, non seulement pour les pays de l'ASEAN, qui est en quelque sorte une Union européenne en Asie du Sud-Est, n'est-ce pas? De plus, certains pays de l'Union européenne pourraient être plus enclins à coopérer avec la Chine et certains autres pays des BRICS ou d'autres. Et j'aimerais voir une détente, parce que, à mon avis, la situation dans laquelle se trouve notre planète et l'humanité demande de la coopération. Disons soutenir les institutions multilatérales. Sans multilatéralisme, je ne suis pas sûr que nous puissions résoudre les problèmes mondiaux d'aujourd'hui. Il demande une approche conjointe, surtout entre ces deux pôles tels que nous les voyons aujourd'hui, les États-Unis et la Chine. Ce qu'ils considéreraient, par exemple, comme une politique mondiale appropriée pour l'avenir, je suis sûr que nous pourrions amener d'autres pays à suivre beaucoup plus facilement. Et en se confrontant, je ne suis pas sûr que nous serons capables de résoudre les problèmes mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. J'aime beaucoup ces derniers mots. Nous devrions conclure le panel sur cela et l'espoir de coopération plutôt que de confrontation. Dejan Šoškić, Miroslav Singer, Ardian Fulani, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Heureux de vous voir, amis. Merci. Heureux de vous voir aussi. Thank you.